Cet après-midi-là, Valbelle était drapée d'une pluie froide, de minuscules gouttelettes glissant sur mes mains, alors que je me tenais au portail de mon fils. Je portais une boîte en porcelaine, le cadeau d'anniversaire pour ma petite fille. Tout ce que j'imaginais, c'était ses bras se jetant autour de mon cou, comme toujours. Mais en approchant de la fenêtre, les rires venant de l'intérieur m'ont figé. Ce n'était pas le rire d'un enfant. C'était celui de mon mari. À travers la fente du rideau, je l'ai vu sur le canapé, serré contre ma belle-fille. Sa tête reposait sur son épaule. Ses doigts, traçant de petits cercles sur son col, comme s'ils étaient un couple d'amants secrets. Des papiers étaient éparpillés sur la table basse, et je n'ai saisi que la voix de ma belle-fille, douce mais glaciale. Si tu demandes le divorce pour altération définitive du lien conjugal, nous obtiendrons au moins la moitié. Et sa vieille maison, laisse-moi gérer la demande de récompense pour les améliorations. Mon mari a gloussé, lui a caressé les cheveux et a répondu comme s'il venait de signer ma sentence. Hélène ne se doute de rien. Elle a passé toute sa vie à faire confiance aux gens. Je suis restée sur le porche, abasourdie, entendant mon cœur se fissurer sous la pluie. La boîte a glissé de mes mains, le couvercle s'est brisé, le tintement de la porcelaine sur le carrelage résonnant comme le glas de 40 ans de mariage. Je n'ai pas frappé. J'ai sorti mon téléphone, j'ai activé l'enregistrement. J'ai pris une longue inspiration et j'ai pensé « Ils ont montré leur jeu. C'est à mon tour de placer mes pièces. » Si vous m'écoutez encore, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Je suis restée sous la pluie un long moment, mes mains tremblant encore, que ce soit à cause du froid ou de la vérité qui venait de me poignarder en plein cœur. Je ne saurais le dire. La lumière du salon continuait de déverser son or chaud à l'extérieur, là où les deux personnes que j'aimais le plus murmuraient comment me détruire. J'ai reculé de la cour, en faisant attention de ne faire aucun bruit. La boue a avalé mes chaussures. Ma chaussure droite s'est complètement imbibée d'eau, mais je ne sentais rien d'autre que le vide. De retour dans la voiture, je me suis assise dans le noir, les mains sur le volant. Chaque son semblait s'éteindre, ne laissant que le vent froid s'infiltrant par la portière et mon cœur battant comme un tambour. J'ai réécouté l'enregistrement. La voix de Chloé, ma belle-fille, résonnait clairement à travers le haut-parleur. Elle ne se doutera jamais de rien. Chaque mot était un petit couteau, se logeant profondément dans ma mémoire. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu mon propre visage. Une femme de 66 ans, des mèches grises, la peau ridée, les yeux fatigués. Une enseignante à la retraite qui avait passé sa vie à enseigner à ses élèves l'honnêteté, la confiance et la décence. N'imaginant jamais que je serais trahie au sein même du foyer que j'avais construit. J'ai inspiré profondément, j'ai pris mon téléphone et j'ai sauvegardé l'enregistrement. Puis, j'ai ouvert mon application de notes et j'ai tapé la première ligne. 7 mars, 17h42. Valbelle. Victor présent chez Julien. Présent avec Chloé. Papier de divorce sur la table. La conversation indique qu'il prévoit de s'emparer des biens. J'ai tapé chaque mot lentement et fermement, comme si je corrigeais une dissertation de morale qui aurait mal tourné. En quittant cette petite rue, j'ai maintenu une vitesse constante pour que personne à l'intérieur ne remarque mon départ. Je savais que je ne pouvais pas agir sous le coup de l'émotion. Ils connaissent la loi et ils avaient sûrement anticipé ma réaction. Je devais garder une longueur d'avance. Quand je suis rentrée chez moi, notre maison au bout de l'allée près des pins, où Victor et moi avions vécu près de 40 ans, son camion était là où il était toujours, près du garage. Maintenant, je comprenais enfin pourquoi depuis des mois il disait « Surchargé à l'atelier, client difficile, je travaille tard,
que des mensonges. Je suis entrée. Le diffuseur dégageait encore un léger parfum de lavande que j'allumais toujours le soir. Le silence semblait trop lourd. Le journal du matin qu'il avait laissé traînait sur la table de la salle à manger, avec un gros titre « Divorce médiatisé à Lyon, l'épouse perd tout ». J'ai laissé échapper un petit rire. Quelle ironie de vivre cette même histoire. Je me suis préparé une tasse de thé noir, j'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai commencé à enregistrer un mémo pour moi-même. Il est 19h. Moi, Hélène Carver, je documente ce que j'ai vu et entendu. S'il m'arrive quelque chose, ce sera la première pièce à conviction. Victor et Chloé préparent un divorce simulé pour s'emparer des biens. J'ai un enregistrement audio, l'heure et le lieu. Ce ne sera pas la dernière entrée. J'ai sauvegardé le fichier et l'ai nommé « Preuve Zero ». Le thé a refroidi, mais ma tête était plus claire que jamais. J'ai sorti mon vieux cahier à couverture marron que j'utilisais pour mes plans de cours et j'ai écrit un titre à l'encre bleue, « Contre-plan ». J'ai divisé la page en 4 colonnes, preuves, pistes financières, chronologie, plan d'action. J'ai commencé à lister chaque point en détail. 1. Victor a menti sur sa présence à l'atelier toute la journée. 2. Son camion est apparu chez Julien à 17h30. 3. Chloé avait des documents de divorce. 4. Ils ont discuté de la récompense pour les améliorations et de la division des biens. J'ai écrit jusqu'à ce que ma main me fasse mal, mais chaque ligne me donnait un peu plus de force. Sur la table, une vieille photo de famille me fixait. Victor rayonnant à côté de Julien lors de notre voyage en Bretagne. Moi tenant Lise. J'ai effleuré le cadre. Cette photo prouvait autrefois l'amour et la famille. Maintenant, ce n'était plus qu'un rappel de ma propre naïveté. Je n'ai pas pleuré. Les larmes s'étaient taries en même temps que ma confiance. Je savais que je ne pouvais pas laisser les émotions me guider. Je devais redevenir celle que j'étais à la tribune, rationnelle, stable, méthodique. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connectée à la banque. Quelque chose n'allait pas. Beaucoup de petits retraits, quelques centaines d'euros par-ci par-là, espacés de quelques jours, quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. J'ai imprimé chaque relevé, les ai glissés dans une pochette en plastique et les étiquetés « Finances suspectes ». Ensuite, j'ai changé les mots de passe de tous les comptes, banque, email, assurance, même les réseaux sociaux. J'ai désactivé le partage de position, puis activé l'authentification à 2 facteurs. Ce soir-là, quand Victor est rentré, j'ai fait comme si de rien n'était. Il a ouvert la porte, a secoué la pluie de son manteau et a dit « Il a plu toute la journée. J'étais à l'atelier tout le temps. Un client m'a donné mal à la tête. » J'ai souri et je n'ai pas répondu. Dans ma tête, je l'ai enregistré comme une nouvelle entrée. Mensonge répété. 21h12. 7 mars. Il m'a demandé pourquoi je n'étais pas encore au lit. J'ai dit « J'attendais de prendre le thé avec toi ». Je lui ai versé du thé, j'ai regardé la vapeur monter et je me suis demandé combien d'années j'avais vécu avec un étranger que je pensais être mon âme sœur. Après qu'il soit allé prendre sa douche, j'ai rouvert mes mémos vocaux et j'ai ajouté « Victor est rentré à 21h10. A faim la fatigue. Ne voulait pas me regarder dans les yeux. L'histoire de l'atelier répété. » J'ai sauvegardé le 2e fichier. Preuve 02. Avant de me coucher, j'ai rouvert le cahier et j'ai écrit la dernière ligne de la journée. Pas de confrontation, pas de démonstration d'émotion. Collecter, enregistrer, calculer, contrer. J'ai posé le stylo, j'ai fermé le cahier et j'ai regardé par la fenêtre embuée. La pluie n'avait pas cessé, mais en moi, quelque chose d'autre avait commencé. Pas une tempête de larmes, mais un plan né de la douleur et de l'esprit d'une femme qui a enseigné l'éthique et la justice toute sa vie. Le lendemain, je commencerai là où je suis la plus forte.
la patience et la discipline. Ils pensent que je ne suis qu'une gentille vieille femme. Ils apprendront bientôt la première leçon. Personne ne joue aux échecs comme une femme qui a passé 40 ans en silence. Le lendemain matin, quand Victor est parti, je me suis tenue à la fenêtre en le regardant s'éloigner. Veste en cuir marron, chaussures cirées à la perfection, des choses dont il ne s'était jamais soucié auparavant. Après 4 décennies ensemble, je savais qu'il utilisait autrefois le savon le moins cher et détestait l'eau de Cologne. Pourtant, maintenant, la chambre portait encore un nouveau parfum, une fragrance masculine coûteuse, un peu vive et enivrante, comme ce que j'ai senti aux Galeries Lafayette autour de Noël. Je suis allée à la commode et j'ai vu un petit flacon d'eau de Cologne parmi ses vitamines. L'étiquette était toute neuve. « Un cadeau de qui, Victor ?» ai-je murmuré, mais je n'ai pas attendu de réponse. J'ai remarqué chaque petit détail, les choses que j'avais l'habitude de négliger parce que je lui faisais confiance. Ses chemises étaient maintenant toujours impeccablement repassées, même avec un pli le long de la manche, chose qu'il ne faisait jamais puisque son atelier n'est que graisse et huile. Il a dit qu'il voulait avoir l'air plus soigné pour maintenir les apparences avec les clients. J'ai simplement hoché la tête, mais dans ma tête, j'ai écrit 8 mars. Changement significatif dans les habitudes vestimentaires. Raison non crédible. À midi, j'ai appelé l'atelier pour confirmer. Le contremaître, Jacques, a semblé surpris au téléphone. « Il est déjà parti plus tôt, madame. Il a dit qu'il avait des affaires personnelles à régler. » « Personnelles ?» ai-je répété, en gardant ma voix égale. « Une idée de ce que c'était ?» Pas vraiment. Il a juste dit qu'il reviendrait plus tard. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis restée assise, immobile. Victor ne quittait presque jamais son poste en milieu de journée. Il avait l'habitude de se vanter. Si l'équipe ne prend pas de pause, le patron non plus. Cette phrase sonnait maintenant comme une blague. Dans l'après-midi, je ne suis pas rentrée directement après mes cours de soutien. L'instinct m'a poussée à passer par le quartier de mon fils. La rue des Érables était calme comme toujours, les érables projetant des ombres sur le trottoir pavé. En tournant au coin de la rue, mon cœur s'est arrêté. Le pick-up gris de Victor était garé proprement devant le garage de Julien. J'ai coupé le moteur, je me suis garée 2 maisons plus loin et j'ai incliné le siège pour que personne ne me voie. À travers la vitre embuée, je les ai vus. Chloé se tenait sur le porche, ses cheveux blonds tombant sur ses épaules. Victor se tenait assez près pour que leur souffle puisse se mêler. Elle a incliné la tête, a dit quelque chose qui l'a fait sourire, le sourire que je n'avais pas vu sur son visage quand il me regardait depuis longtemps. Puis Chloé a levé la main, a ajusté son col, ses doigts glissant lentement sur son épaule, puis descendant sur sa poitrine. Intime. Pas besoin de mots, pas besoin de plus de preuves. J'ai compris. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'appareil photo et j'ai pris quelques clichés. Rapides. Chacun était un coup de poignard, mais ma main est restée stable. J'ai noté l'heure, 16h47. Plaque d'immatriculation NC 237FK. J'ai tout sauvegardé dans un dossier intitulé « Preuve visuelle ». Juste au moment où j'allais démarrer la voiture, la porte de la maison voisine s'est ouverte. La voisine de Julien, Madame Mercier, est sortie dans un manteau en tricot bleu, du courrier à la main. Elle m'a aperçu et m'a fait un petit signe de la main. J'ai baissé la vitre et j'ai essayé de sourire comme d'habitude. « Oh, Hélène, je ne savais pas que vous passiez aujourd'hui. »« Oui, j'apporte juste une petite gâterie pour Lise. » Elle a souri, puis a baissé la voix comme pour partager un secret. « Eh bien, Victor est souvent ici. Je me disais que vous alliez déménager pour être plus près de votre fils. » J'ai gardé un visage neutre, mais ma main s'est crispée sur le volant. « Oui, peut-être qu'il aide Julien avec des réparations. »
C'est gentil, mais vous savez, ils ont l'air très proches, comme un vrai duo père-fils, très soudé. J'ai seulement hoché la tête, puis je me suis rapidement excusée. En partant, ces mots résonnaient. Victor est souvent ici. Ce soir-là, quand il est rentré, j'ai servi le dîner comme d'habitude, rôti et purée de pommes de terre. Il a parlé de journées chargées à l'atelier et a grommelé à propos de clients difficiles. J'ai souri et lui ai tranquillement servi une autre tranche. Intérieurement, j'ai ajouté une nouvelle ligne. Le mensonge continue. 20h17. Après qu'il se soit endormi, j'ai rassemblé son linge. Dans la poche de son manteau, j'ai trouvé un reçu de motel. Motel de la Vallée Verte, Valbel, centre-ville. Daté de la semaine dernière. Heure de 13h20 à 17h10. Je me suis assise sur le lit, les mains tremblantes en fixant l'impression en gras. Chambre 214, payée en espèces. Il n'y a aucune explication qui pourrait excuser cela. J'ai glissé le reçu dans une enveloppe, j'ai écrit la date et je l'ai caché dans le tiroir secret de mon bureau. Les papiers s'accumulaient, de minuscules pièces à conviction, mais je savais que chaque fragment formerait bientôt l'image complète. 2 jours plus tard, après le départ de Victor, j'ai de nouveau consulté nos relevés bancaires. Un schéma a sauté aux yeux. De petits retraits, seulement environ 100 à 200 euros, au même distributeur automatique à moins d'1 kilomètre de la maison de Julien. Au cours des 2 derniers mois, plus de 10 transactions de ce type. J'ai imprimé les relevés et j'ai marqué chaque ligne au stylo rouge. Chaque fois que je regardais les chiffres, la colère montait, non pas à cause de l'argent, mais du mépris. En fin d'après-midi, je me suis assise près de la fenêtre, le coucher de soleil baignant le vieux parquet de lumière dorée. J'ai jeté un coup d'œil à la photo de mariage sur le mur. Victor en smoking noir, moi dans une robe blanche à manches, bouffante. À l'époque, il m'avait dit « Je ne te donnerai jamais de raison de douter de moi ». J'ai souri faiblement, un sourire vidé de tout sentiment. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai affiché le dossier de photos. Les clichés du Porsche, le reçu du motel, les relevés, tout était soigneusement classé. J'ai nommé le dossier « Tempête silencieuse ». Chaque soir, je l'ouvrais et y déposais une nouvelle pièce, comme une artisane cousant patiemment chaque fil dans la grande tapisserie de la vérité. Je savais que je ne pouvais décharger cette douleur sur personne d'autre. Pas encore. Julien ne pouvait pas savoir. Mon fils était enseveli sous le travail et une foi aveugle en la femme qu'il aimait. Et je ne pouvais certainement pas laisser Chloé réaliser que j'étais maintenant éveillée. C'est une avocate, vive et calculatrice. Une erreur, et je perdrais ma chance de riposter. J'ai tout refoulé. Pas de pleurs, pas de cris. Seulement le silence de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour savoir que les larmes sont un luxe, tandis que le sang-froid est une arme. Avant de me coucher, j'ai sorti un disque dur portable, j'ai tout sauvegardé sur le cloud et j'ai défini un nouveau mot de passe. J'ai également envoyé une copie du dossier à une adresse e-mail de secours que je suis la seule à connaître. Chaque petite étape me donnait l'impression de construire une forteresse autour de moi. Enfin, je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit les 3 personnes en qui je pouvais avoir confiance. D'abord, Maître Daniel Dubois, l'avocat qui a aidé une amie à obtenir un divorce équitable, même si son mari était un grand homme d'affaires. Ensuite, Martine Harel, l'amie comptable de mes années d'enseignement, pratique et discrète. Et enfin, Jeanne Renaud, mon ancienne directrice d'école, qui m'a dit un jour quelque chose que je n'ai jamais oublié. Parfois, le silence est la plus grande leçon de toutes. J'ai noté leurs noms et j'ai doucement fermé le cahier. Dehors, la pluie a recommencé, murmurant comme quelqu'un lisant les erreurs du passé. J'ai fermé les yeux, j'ai écouté la pluie se mêler au tic-tac de l'horloge,
et j'ai su que désormais, chaque jour qui passerait serait un nouveau point resserrant le filet de la vérité. Et moi, la femme qu'il croyait vieille et naïve, je tirais tranquillement les premiers fils. 3 jours plus tard, après que Victor soit parti travailler, j'ai pris mon sac et y ai glissé chaque reçu, photo et mon cahier. Je me suis habillée simplement comme toujours. Mais je savais qu'aujourd'hui, je n'étais plus la femme douce et silencieuse. J'étais une enquêtrice menant l'enquête sur mon propre mariage. La banque communautaire de la Crête Bleue se trouve au centre-ville, là où Victor et moi avons ouvert un compte joint il y a plus de 20 ans. La guichetière que je connaissais, Megan, m'a accueillie avec un sourire poli. « Bonjour, Madame Carver. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» J'ai souri en retour et j'ai posé ma carte d'identité sur le comptoir. J'aimerais des relevés complets des 6 derniers mois pour tous les comptes à mon nom et à celui de mon mari, ainsi que tous les virements associés. Megan a hésité un instant. « Voulez-vous des copies papier ou électroniques, madame ?» « Les deux. Et j'en aurai besoin aujourd'hui. » J'ai vu sa surprise, mais elle n'a pas posé de questions. 15 minutes plus tard, elle a apporté une épaisse pile de documents. Je me suis assise à la table d'attente, j'ai ouvert chaque page et j'ai légèrement crayonné les transactions étranges. En 6 mois, il y avait eu 24 petits retraits en espèces allant de 100 à 400 €, pour un total de 7 800 €. Ils apparaissaient presque chaque semaine, principalement au même distributeur automatique, celui au coin de la rue près de chez Julien. Je tenais le relevé, un frisson me parcourant les poignets. J'ai tourné la page. La carte de crédit secondaire de Victor. Les transactions correspondaient aux dates, le Chandelier Bistrot, meubles foyer et maison, et cadeaux d'Auburn, des endroits haut de gamme où je n'avais jamais mis les pieds, mais je savais qui y était allé. J'ai noté soigneusement. 3 février, le Chandelier Bistrot, 248 €, dîner pour 2. 10 février, foyer et maison, 1245 €, canapé en soie grise. 17 février, cadeau d'Auburn, 389 €, cadre photo en cristal. Je suis restée assise là pendant plus d'1 heure, reliant la chronologie aux soirées tardives de Victor à l'atelier. Tout concordait, une sorte de perfection qui rendait la respiration difficile. Quand j'ai quitté la banque, le soleil commençait à percer. La lumière filtrait à travers la vitre, faisant scintiller le relevé comme un miroir, reflétant une femme tenant la carte des péchés de son mari. De retour à la maison, je me suis préparé une cafetière de café noir. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tout saisi dans un tableur. Date, montant, lieu, notes, drapeau. Ligne par ligne, le petit texte à l'écran s'est transformé en un portrait de la trahison sans une seule confession. À 13 heures, j'ai appelé Martine Harel, ma vieille amie qui s'occupait autrefois de la comptabilité pour un cabinet d'avocats. Sa voix était stable et chaleureuse, comme toujours. « Hélène, ça fait longtemps. Alors, c'est une question d'argent, n'est-ce pas ?» J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai dit la vérité. « Martine, je pense que Victor cache de l'argent et j'ai besoin de protéger ma part sans l'alerter. » Silence pendant quelques instants. Puis, Martine a parlé doucement, mais fermement. « D'abord, ne retire rien. Laisse tout en l'état. Laisse la piste claire, mais ouvre un nouveau compte à ton seul nom dans une autre banque. Et imprime chaque document. Plus il y en a, mieux c'est. » Je l'ai fait ce matin. « Bien. Et la maison ? 7. Endroit était à toi avant le mariage, n'est-ce pas ? » « Oui. Je l'ai acheté avec l'héritage de ma mère avant le mariage. » « Parfait. Alors personne n'y touche si l'acte de propriété reste uniquement à ton nom. Vérifie le dossier. Assure-toi qu'il n'y a pas eu de retitrage en bien matrimonial. » Après l'appel, je suis allée dans mon bureau, j'ai ouvert le coffre-fort et j'ai sorti l'acte de propriété. La ligne indiquait toujours « Hélène McCarver, propriétaire unique ». J'ai pris des photos, j'ai imprimé 2 copies
une pour un dossier étiqueté bien propre, une pour mon coffre-fort de secours. Pendant que je triais les papiers, mon téléphone a sonné. Alerte de transaction. Victor venait de dépenser 1 700 € chez le bijoutier Riley. Je n'avais pas à deviner pour qui était le cadeau. J'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai cliqué sur imprimaire. Feuille après feuille sortait, chacune une preuve qui ne pouvait être niée. J'ai marqué chaque page et les ai classées par date. Chaque mot de l'imprimante rendait la pièce plus lourde. En fin d'après-midi, j'ai regardé les pins derrière la maison, changeant de couleur dans la lumière déclinante. Je me suis souvenu de Victor se tenant là-bas, tondant la pelouse, essuyant le camion, me souriant de loin. Maintenant, ce n'était que le contour creux d'un homme à qui j'avais autrefois confié ma vie. J'ai fermé le dossier, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis dirigée vers la Fnac, au centre commercial. J'ai acheté un mini-enregistreur vocal Sony, de la taille d'un briquet, qui se clipse à une poche. J'ai pris des cartes mémoire supplémentaires et des piles de rechange. Quand le vendeur a demandé « Vous l'utilisez pour des conférences ?» J'ai souri légèrement. « Non, pour enregistrer la vérité. » Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée. J'ai sorti mon cahier et j'ai écrit « 10 mars. Acheter mini-enregistreur. » Objectif, recueillir des preuves audio. Prévois de l'utiliser lors d'une conversation test avec Chloé. J'avais déjà un plan pour l'aborder, non pas avec rage, mais avec un jeu d'esprit. Une enseignante qui avait passé sa vie avec les mots utiliserait maintenant les mots pour sonder celle qui l'avait trahie. Ce soir-là, Victor est rentré tard. Il a dit « embouteillage à cause de la pluie ». J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 21h30. Ses yeux se sont détournés quand j'ai demandé s'il voulait dîner. Il a secoué la tête, a dit qu'il avait mangé avec un client. J'ai seulement répondu par un bref « d'accord », puis j'ai débarrassé la table. Dans mon esprit, les horodatage s'alignaient comme une feuille de calcul, prête à être exécutée. Après qu'il se soit endormi, je me suis assise seule dans le salon. La maison était si silencieuse que je pouvais entendre la pluie taper sur le toit. J'ai ouvert l'ordinateur portable et j'ai ajouté la dernière ligne de la journée. 10 mars, bijouterie Riley, 1 700 €, carte de Victor. Conclusion. Retrait et dépenses en dehors du mariage. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis penchée en arrière. Une partie de moi voulait crier et le confronter sur le champ. Mais la partie rationnelle, celle que j'avais affinée pendant 40 ans d'enseignement, disait autre chose. Ne te précipite pas. Ils sont forts avec les mots, mais faibles face aux preuves. Et des preuves, tu en as. J'ai levé les yeux vers l'horloge murale. L'aiguille des minutes avançait lentement. Patiente, comme je le suis maintenant. Le lendemain, j'ai rédigé mon script pour sonder Chloé. Je passerai chez mon fils sous prétexte d'apporter des sablés pour Lise et je raconterai nonchalamment comment une amie soupçonne son mari de la tromper. Puis je demanderai à ma belle-fille, une avocate, une femme qui a vu tous les divorces, des conseils. Elle ne se douterait de rien. Je jouais toujours parfaitement le rôle de la mère attentionnée et naïve. J'ai écrit chaque question innocente. 1. Si un mari cache de l'argent à sa femme, que peut faire la femme? 2. Et si le bien est une maison prénuptiale? 3. Y a-t-il un moyen de prouver qu'il a utilisé les fonds matrimoniaux à des fins personnelles? J'ai relu et peaufiné chaque mot, comme si je préparais la dernière conférence de ma vie. Une conférence pour moi-même. Quand j'ai eu fini, j'ai plié le papier et l'ai glissé dans mon cahier marron. Dans ma tête, tout était enfin en ordre. Je ne cherchais pas la vengeance. Je réclamais la vérité. Et dans un monde plein de mensonges, je savais que seul l'argent ne ment pas. J'ai éteint la lampe et j'ai regardé par la fenêtre. La pluie avait cessé.
Une lumière jaune s'étalait sur le pavé mouillé. Dans la vitre, mes yeux ne tremblaient plus. Peut-être que pour la première fois depuis des années, j'ai vu la femme que j'étais autrefois, une femme qui peut regarder la vérité en face, aussi cruelle soit-elle. Je pensais autrefois que des choses comme le cloud, le suivi GPS ou les emails anonymes n'étaient-ce que pour les jeunes. J'ai enseigné la grammaire pendant 40 ans et je n'ai jamais eu besoin de savoir comment fonctionnait un téléphone au-delà des appels et des SMS. Mais maintenant que ma vie s'était transformée en une enquête non officielle, je savais que je devais tout réapprendre. Et cette fois, le programme était ma survie. La première personne à laquelle j'ai pensé était Léo, le jeune de 16 ans d'à côté, le fils des Henderson. Un gamin intelligent. Il m'avait aidé à réinitialiser le Wi-Fi quelques mois auparavant. J'ai attendu l'après-midi, je l'ai vu laver la voiture dans l'allée et je l'ai appelé. « Léo, tu as une minute? J'ai besoin d'aide avec des trucs techniques. » Il a levé les yeux, s'est essuyé les mains sur son jean et a souri. « Bien sûr, Madame Hélène. Je sais que vous êtes l'élève la plus dévouée du quartier. » Nous nous sommes assis sur mon porche. J'ai étalé mon téléphone, mon ordinateur portable et le nouveau mini-enregistreur sur la table. Je veux apprendre à enregistrer discrètement, à stocker des données en toute sécurité dans le cloud et à suivre un objet spécifique comme localiser mon iPhone, mais pour des clés. Les yeux de Léo se sont écarquillés, amusés. « Vous faites un projet ?» J'ai souri. « Oui, un projet sur l'honnêteté. » Il a ri et n'a pas posé de questions. Pendant 2 heures, j'ai appris à configurer un AirTag, à le synchroniser avec mon iPhone et à cacher l'application pour que personne ne la repère. Léo m'a également montré comment configurer des alertes si l'objet suivi sortait d'une zone de sécurité. J'ai testé en cachant l'AirTag sur le trousseau de clés de Victor, le cadeau d'anniversaire dont il s'était vanté parce qu'il était gravé de mon nom. J'ai pris une photo et j'ai marqué le premier emplacement. Garage, 17h52. Il m'a également montré comment créer un dossier privé dans iCloud auquel je suis la seule à pouvoir accéder. Utilisez un mot de passe avec des lettres, des chiffres et des symboles. N'utilisez pas les anniversaires ou les noms de famille, a dit Léo. J'ai hoché la tête et j'ai écrit dans mon cahier comme si je prenais une dictée. Ne laissez personne deviner. Je sais. Avant de partir, Léo a installé une application de suivi de mouvement liée à l'AirTag et a dit « Maintenant, si les clés vont quelque part, vous le saurez même si vous n'êtes pas à la maison. » Je l'ai remercié, je lui ai donné quelques sablés fraîchement cuits et j'ai plaisanté. « Je ne vous mettrai jamais une mauvaise note si vous oubliez vos devoirs. » Ce soir-là, j'ai commencé à tester l'enregistreur. J'ai clipsé le petit appareil à l'intérieur de la manche de mon cardigan, puis j'ai parlé normalement à moi-même pour vérifier l'audio. Après cela, je l'ai essayé dans mon sac à main, dans une bouteille d'eau, et même caché entre des livres sur l'étagère. À chaque lecture, j'ajustais les niveaux et trouvais les endroits les plus clairs. C'était comme préparer une leçon, sauf que cette fois, je n'enseignais pas à des élèves. Je m'enseignais à moi-même comment survivre dans un monde de menteurs. Quand je me suis sentie en confiance, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé une adresse e-mail secrète. Pas de vrai nom, pas de photo de profil. J'ai choisi Vieille Bibliothèque 89. Ma façon de me rappeler que j'étais toujours la vieille enseignante livresque, pas une détective dans ma propre vie. J'y ai tout téléchargé. Fichiers audio, photos, relevés, images de reçu. J'ai également sauvegardé tout mon fil de discussion iMessage avec Victor. Certains textes semblaient inoffensifs au premier abord, mais en les relisant, j'ai vu les couches de froideur déguisées en politesse. Je suis occupée ce soir, je dors à l'atelier. Ne m'attends pas pour dîner. Ce ne sont pas les SMS d'un mari. Ce sont ceux d'un homme partageant son temps entre 2 vies distinctes.
Pendant 3 nuits consécutives, j'ai suivi les données de l'AirTag. L'emploi du temps de Victor était presque réglé à la minute près. 7 heures, départ de la maison, 8 heures, à l'atelier, midi, départ à 12h20, arrivée dans le quartier de Julien, et retour au centre-ville à 17 heures. Un matin, j'ai imprimé la carte des déplacements et j'ai fixé les points bleus clignotants comme des empreintes de trahison sur l'écran. J'ai scotché cette carte au mur sous une ligne. La vérité n'a pas besoin de crier, elle a juste besoin d'être vue. Le 6e jour, j'ai décidé d'organiser un plan pour l'anniversaire de Lise afin d'avoir une raison légitime d'être chez Chloé. J'ai envoyé un SMS à Julien. Je veux apporter des sablés et commencer à décorer pour l'anniversaire de Lise. Est-ce que ce week-end ça va? Julien a répondu rapidement. Bien sûr, maman. Chloé a dit qu'elle lui prenait un cadeau aussi. J'ai souri. Tout était en place. J'arriverai tôt avec l'enregistreur et un sac cadeau avec une petite caméra épingle clipsée à l'intérieur d'une broche. Je ne cherchais pas à les surprendre en flagrant délit, mais à capturer la façon dont ils se regardaient, dont ils parlaient, dont ils jouaient le rôle d'une famille parfaite. Pendant la préparation, j'ai acheté une caméra de sonnette avec stockage en ligne. J'ai dit à Victor que je voulais plus de sécurité, car j'avais entendu parler de cambriolage dans le quartier. Il a accepté tout de suite, ne se doutant pas que j'avais besoin d'une raison pour voir qui entrait et sortait de ma maison chaque jour. Ce soir-là, j'ai installé la caméra et j'ai vérifié l'angle. Chaque fois que Victor rentrait tard, je pouvais le voir via l'application. J'ai étudié ses habitudes. S'asseyant souvent dans la voiture pendant quelques minutes, comme s'il répétait le mensonge dans sa tête. Une nuit, je l'ai regardé s'essuyer le col avec un mouchoir avant d'entrer. J'ai zoomé. Il y avait une légère marque de rouge à lèvres, rouge vif. J'ai sauvegardé ce clip et l'ai horodaté. Ce que je ressentais maintenant n'était pas de la douleur. C'était une clarté froide. Tout dans mon mariage se divisait en 2 catégories, données et cibles. Si je laissais les sentiments entrer, je perdrais. Si je restais logique, je pourrais les forcer à faire face à leurs propres conséquences. Une fois que j'en ai eu assez, j'ai rédigé mon premier résumé. Chaque ligne courte et précise, comme un mémoire de cas. 24 petits retraits en espèces, totalisant 7 800 €. Reçus de restaurants, de meubles et de bijoux correspondant aux absences de Victor. Pings de l'AirTag correspondant à l'adresse de Julien 4 jours par semaine. Reçus de motels et images d'interactions intimes avec Chloé. En utilisant l'email anonyme, j'ai envoyé les fichiers à l'avocat Daniel Dubois, le contact de Martine que je n'avais jamais rencontré. On m'avait seulement dit qu'il était intègre et ne tolérait pas les avocats véreux. J'ai écrit en objet. Cas de fraude aux biens matrimoniaux, demande d'évaluation confidentielle. Dans le corps du message, je suis restée brève. Je suis une épouse qui se soupçonne d'être trompée et de voir ses biens détournés. Voici l'ensemble initial des données. Veuillez confirmer la réception et protéger mon identité. Quand j'ai cliqué sur Envoyer, mon cœur a battu une fois, puis s'est calmé. Personne ne savait ce que je venais de faire. Victor dormait encore sur le canapé, avec les nouvelles allumées. Je l'ai regardé, l'homme que j'avais autrefois aimé, maintenant juste une figure dans mon contre-plan. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai éteint les lumières et je suis sortie sur le porche. La nuit de Valbelle était calme, le vent dans les pins, la chaude lumière des lampadaires sur la brique humide. Dans le noir, je ne me sentais plus comme une femme trahie. Je me sentais comme une vieille étudiante qui venait de réussir son premier examen à l'ère numérique. J'avais appris que la technologie n'est pas seulement pour les jeunes. C'est le nouveau langage de la vérité. Et une fois qu'une enseignante apprend ce langage, aucun menteur ne peut la déjouer. Samedi matin, Valbelle était claire comme du cristal.
J'ai glissé une boîte de sablé au chocolat dans un sac en toile et j'ai vérifié le mini-enregistreur caché sous la serviette en papier. La petite lumière rouge clignotait. Tout était prêt. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai arrangé mes cheveux et j'ai souri. Pas le sourire d'une gagnante, mais celui de quelqu'un qui a appris à cacher ses sentiments. Je suis arrivée chez Julien à midi pile. Chloé a ouvert la porte, toujours jolie, maquillage léger mais soigné. Elle a hésité un instant en me voyant, puis a esquissé un sourire poli. « Oh, vous êtes en avance. » Julien vient de sortir chercher quelques trucs pour le déjeuner. « Ce n'est pas grave, j'ai juste apporté des sablés pour Lise. Elle adore ça. » Je suis entrée, en gardant une attitude détendue. La maison sentait encore les bougies à la vanille. Une musique douce jouait depuis les haut-parleurs. Je l'ai remarqué tout de suite. Le canapé du salon n'était pas l'ancien. C'était un ensemble en velours gris identique à celui du reçu de meubles que j'avais vu sur le relevé. J'ai effleuré le bord et j'ai souri. « Magnifique canapé. Il est nouveau ? » Oui. Un ami designer m'a fait une réduction. » Elle a répondu un peu trop vite. Je me suis assise, j'ai posé la boîte de sablé sur la table et j'ai commencé. J'ai remarqué que Victor était différent ces derniers temps. Chloé a incliné la tête, son visage passant à une préoccupation de circonstance. Différent. Comment ? Il rentre tard plus souvent, dit qu'il est à l'atelier toute la soirée, mais il sent l'eau de Cologne et ses chemises sont impeccablement repassées. Pensez-vous que c'est normal pour un homme de 61 ans de changer comme ça ? Elle a esquissé un petit sourire compatissant. Peut-être qu'il veut juste se rafraîchir. Les hommes ont parfois peur de vieillir, alors ils font plus attention à leur apparence. Je l'ai regardé droit dans les yeux, calme. Peut-être, mais si une de mes amies soupçonne son mari de la tromper et que l'autre personne est un membre de la famille par alliance, qu'est-ce qu'une avocate lui conseillerait de faire ? Chloé s'est brièvement figée, a pris son téléphone, les doigts volants, probablement un texto. Elle a répondu d'un ton plus professionnel. Eh bien, d'abord, elle a besoin de preuves, vous savez ça. Ensuite, elle doit se préparer à la division des biens. S'il y a une maison, un terrain ou des comptes joints, elle devrait tout verrouiller. Et si le mari essaie de déplacer de l'argent, l'épouse peut demander au tribunal de geler les avoirs. J'ai hoché la tête, attentive. Et pour une maison distincte, disons un bien prénuptial ? Elle a haussé un sourcil, clairement intéressée par l'angle juridique. Techniquement, les biens propres ne sont pas partagés. Mais s'il y a eu des améliorations, des rénovations pendant le mariage, et que des contributions communes peuvent être prouvées, l'autre partie peut toujours réclamer une récompense. Ça dépend de la qualité de l'avocat. Elle semblait si confiante. Je pouvais presque entendre l'arrogance. J'ai feint la confusion. Waouh, c'est compliqué. Donc, si le mari a un bon avocat, la femme pourrait perdre beaucoup. Chloé a eu un léger sourire narquois. Pas nécessairement. Ce qui compte, c'est qui se prépare en premier. Si vous planifiez bien, la personne qui comprend la loi ne perdra rien. Cette phrase a frappé la pièce silencieuse, comme une pierre jetée dans un lac immobile. J'ai ressenti chaque mot. Ne perdra rien. Ce n'était pas un conseil. C'était le manifeste de quelqu'un qui le mettait en pratique. Je me souviens encore de ce moment, son sourire confiant, moi, juste en train d'écouter, stable comme un lac. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que je savais déjà. Le vent peut emporter les mots, mais il ne peut pas emporter les preuves. Que pensez-vous de ce moment ? Le silence est-il la forme de vengeance la plus forte ? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir ce que vous choisiriez. J'ai gloussé légèrement. Facile, comme une petite conversation. On dirait que vous avez traité beaucoup de ces cas, hein ?
Elle a ri doucement, haussant les épaules. Oh, c'est le travail dans mon cabinet. Les divorces pour des biens, ça arrive tout le temps. J'ai jeté un coup d'œil au téléphone dans mon sac. La lumière d'enregistrement était toujours allumée. Tout était capturé, chaque mot. À ce moment-là, Lise a déboulé de sa chambre, des couettes rebondissant, serrant une poupée en plastique. Elle a crié « Mamie, tu es là !» J'ai ouvert les bras et je lui ai embrassé le front. La chaleur m'a adouci, mais sa phrase suivante m'a glacée. Papy est venu hier quand papa était au travail. Maman a dit qu'il réparait le placard. La pièce est devenue silencieuse. J'ai continué à sourire en lui lissant les cheveux. Vraiment, papy est très bricoleur. Chloé s'est précipitée pour rassembler des tasses, troublée. Elle bavarde juste, maman. Victor est seulement passé dire bonjour. Je l'ai regardé, l'expression inchangée. Les enfants se souviennent bien. Parfois mieux et plus honnêtement que les adultes. L'air s'est alourdi. Je me suis levée et j'ai regardé ma montre. Je devrais commencer le dîner. Je verrai Julien une autre fois. Chloé a hoché la tête, la voix raide. D'accord. Fais attention en rentrant. Je me suis penchée pour embrasser Lise à nouveau, en gardant ma voix chaleureuse. Garde le secret de mamie, d'accord ? J'apporterai un gâteau la prochaine fois. Elle a gloussé, inconsciente de la tempête qui se formait autour d'elle. Dans la voiture, mes mains tremblaient légèrement. J'ai fermé la portière et j'ai pris une longue inspiration. Mon cœur battait la chamade, mais je savais que je ne pouvais pas laisser l'émotion gagner. J'ai sauvegardé l'enregistrement, duré 42 minutes, audio clair. J'ai rejoué quelques extraits. Le ton stable et professionnel de Chloé, ponctué de son rire doux. Si des améliorations communes peuvent être prouvées, l'autre partie peut réclamer une part. Ce qui compte, c'est qui se prépare en premier. Ne perdra rien. Ces 3 phrases, juste 3, esquissaient l'image entière. J'ai conduit lentement sur la rue des Érables, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles. Dans le rétroviseur, j'ai vu mon reflet, calme, mais avec quelque chose de résolu dans les yeux. La colère s'était apaisée, remplacée par une concentration froide. Je n'étais plus celle qu'on trompait. Je devenais celle qui tient les registres. À la maison, j'ai défait mes affaires, j'ai branché l'enregistreur sur mon ordinateur portable. Le fichier audio est apparu, les formes d'ondes nettes et régulières. Je l'ai renommé « Entretien Chloé 1 », puis je l'ai classé dans « Tempête silencieuse ». J'ai envoyé une copie à l'adresse e-mail de réception anonyme de Maître Daniel Dubois avec une note. Audio de la discussion entre le sujet féminin C et moi, 16 mars. Durée 42 minutes. Le contenu indique une intention de s'emparer de biens via la récompense pour amélioration. Veuillez confirmer la confidentialité. J'ai cliqué sur « Envoyer » et j'ai regardé l'écran. Email envoyé avec succès est apparu, de petits mots d'un poids énorme. Ce soir-là, Victor est rentré tard, a dit qu'il y avait un nouveau client, qu'il fallait négocier. J'ai hoché la tête, j'ai fait semblant d'être fatiguée et je suis montée la première. Une fois la porte fermée, j'ai ouvert mon téléphone sur l'application de localisation. Le point bleu, l'AirTag, sur ses clés, était garé à l'adresse que je connaissais par cœur, la maison de Julien. J'ai souri doucement, non pas de douleur, mais parce que j'ai réalisé que leurs secrets se trahissaient maintenant eux-mêmes à travers les données. Je n'avais même plus besoin de demander. J'ai ouvert mon cahier et j'ai écrit une courte ligne. Aujourd'hui, 16 mars, enregistrement réussi. Chloé confirme sa connaissance juridique et son motif financier. Lise fournit un détail corroborant. Phase de collecte presque terminée. J'ai fermé le cahier et j'ai posé le stylo. Dehors,
Un fin croissant de lune était bas dans le ciel. La lumière argentée se glissant à travers les rideaux sur l'étalage de papier, de preuves, de cartes, de reçus, de relevés, tous tissant la trahison qu'ils avaient eux-mêmes écrite. Et moi, la femme autrefois jugée faible, j'en écrivais la fin avec un silence planifié. Je n'aurais jamais pensé entrer dans un cabinet d'avocat, non pas pour signer un contrat ou faire authentifier un formulaire, mais pour planifier une contre-attaque contre mon propre mari et ma belle-fille. Mais ce matin-là, alors que le soleil de Valbelle touchait les hautes vitres du cabinet Dubois et Associés, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le bureau de maître Daniel Dubois était au 4e étage, net et lumineux. L'odeur de café se mêlait à celle du papier neuf. Il avait la cinquantaine, grand, les cheveux grisonnants et des yeux gris assez perçants pour lire mon histoire avant même que je ne parle. Quand j'ai posé l'épais dossier sur son bureau, il a légèrement hoché la tête et a dit « Impressionnant. Martine m'avait prévenu, mais je dois dire que vous avez fait un travail d'enquêteur professionnel. Votre système de classement est impeccable. Je pourrais en prendre de la graine. » J'ai esquissé un sourire sec. Je fais seulement ce que je dois faire pour me protéger, maître Dubois. Il a parcouru chaque feuille. Relevé, photos, audio, même les cartes de localisation de l'AirTag que j'avais imprimées. À chaque fois, il hochait la tête. Un peu de poids se soulevait. Non pas pour l'éloge, mais parce que je ne portais plus cela seul. Après près de 20 minutes, il a posé ses lunettes et m'a regardé. D'abord, nous devons geler temporairement les comptes joints. Sur la base de ces preuves, je peux déposer une demande de gel d'urgence en raison de soupçons d'utilisation abusive des biens matrimoniaux. Une fois gelés, toutes les transactions s'arrêtent immédiatement. J'ai hoché la tête. Je veux que ce soit fait dès que possible. Nous le ferons lundi à 8h30. Je rédigerai les documents cet après-midi. Vous n'aurez qu'à signer. Il a versé plus de café. Voix égale, mais prudente. Quant à Chloé, cette partie est délicate. Elle est avocate, ce qui implique des obligations déontologiques. Si vous fournissez une preuve suffisante qu'elle a exploité des informations familiales à des fins personnelles, je peux déposer une plainte déontologique auprès du barreau. Cela ne ruinera pas seulement sa réputation. Elle pourrait être suspendue. J'ai resserré ma prise sur la tasse, les yeux fixés sur le bureau. Je ne veux détruire personne, mais elle a détruit ma famille. Je comprends, dit-il lentement. Alors, nous suivrons 2 pistes. Plan A, la conciliation. Vous les confrontez lors d'une réunion de famille, vous présentez les preuves et leur donnez l'option de signer un accord de séparation à l'amiable. Plan B, s'ils résistent, je dépose plainte immédiatement. Vous avez des preuves, un témoin potentiel et des fondements juridiques. Ils n'auront aucune marge de manœuvre. Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai demandé « Lequel pensez-vous qu'ils choisiront ?» Les gens intelligents choisissent le silence. Les gens arrogants choisissent la confrontation. D'après ce que vous avez décrit, ils se battront. C'est mieux pour nous? Les gens en colère avouent gratuitement. Nous avons planifié les étapes. Il écrivait rapidement. 1. Lundi 8h30, geler tous les comptes joints. 2. Lundi 9h15, informer la banque et la compagnie d'assurance. 3. Le même jour, 14h, vous signerez un mandat formel pour que je puisse vous représenter. 4. Mardi, préparez la plainte déontologique contre Chloé. Numéro 5. Mercredi, envoyez l'invitation à la réunion de famille ou le point de déclenchement. Quand il a rebouché son stylo, j'ai regardé l'écriture forte. Chaque ligne clouant le plan pour regagner mon équité. Avant que je ne parte, il a dit « J'aurais besoin que Martine vérifie toutes les améliorations de la maison qu'il pourrait réclamer. Faites-lui auditer les reçus, les matériaux et la chronologie réelle pour que nous puissions contrer avec précision. Cet après-midi-là,
je suis allée chez Martine. Sa petite maison était aussi ordonnée que toujours, une odeur de cannelle dans l'air. Après que j'ai tout exposé, elle a hoché la tête fermement. Ils veulent parler de rénovation. Je vais leur montrer ce que sont de vrais comptes. Si cela a été payé avec vos fonds propres, je peux prouver chaque centime. Elle a ouvert son ordinateur portable et un tableur. Depuis quand gardez-vous les reçus? Depuis 2001. Tout est dans le classeur. Martine a ri et m'a tapoté la main. Alors c'est facile. Personne ne bat une enseignante qui garde ses papiers. Nous avons examiné chaque élément. Peinture, réparation de toiture, parquet. La plupart étaient débités de ma carte individuelle. Ses doigts tapaient. Puis elle a dit « Fait. Je rédigerai une note d'évaluation détaillée pour l'avocat. Et pour la valeur de la maison, engager un expert indépendant pour qu'il ne puisse pas prétendre que l'appréciation vient d'un effort commun. » Ce soir-là, je suis rentrée, j'ai sorti les anciens dossiers de propriété. L'acte indiquait toujours Hélène McCarver, propriétaire unique. À côté, une expertise de 2019. J'ai pris des photos pour les envoyer à Martine et je lui ai demandé d'organiser une évaluation actuelle pour comparaison. J'ai également imprimé l'autorisation légale que Daniel avait envoyée par email, lisant chaque ligne. Ma poitrine était lourde mais ferme. Après avoir signé, je l'ai scellée dans une enveloppe avec un petit timbre de rose, celui que j'utilise pour marquer les dissertations de littérature, une vieille habitude. Maintenant, un symbole de résolution. Tard, je me suis assise dans mon bureau, la lampe de bureau éclairant des piles de documents triés comme des manuels scolaires. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un dossier intitulé « Phase 2 contre-attaque ». Chaque sous-dossier était étiqueté « Preuves financières »,« Preuves d'éthique professionnelle »,« Scénario de réunion de famille »,« Plan d'urgence pour logement temporaire ». Ce dernier m'a fait marquer une pause. Je savais que si les choses tournaient de mal, je devrais quitter cette maison, au moins pour un temps. Non par peur, mais pour travailler en toute sécurité. J'ai appelé mon amie de confiance, l'ancienne directrice Jeanne Renaud. « Jeanne, si j'ai besoin d'un endroit pour quelques jours, ton chalet au bord du lac est-il libre ?» Elle n'a pas hésité. « Toujours une chambre pour une vieille amie. Viens quand tu veux. » « Merci. Ce sera peut-être bientôt ?» J'ai terminé l'appel et j'ai ouvert la fenêtre. La nuit était calme, juste les grillons. Je me suis demandé comment la vie avait dévié de cette façon. D'une épouse planifiant les repas à une femme planifiant une stratégie juridique. Étrangement, je n'avais pas peur. Quand la confiance a disparu, l'instinct et la raison prennent le dessus. Le lendemain matin, je me suis levée tôt, j'ai préparé du café et j'ai préparé les documents à envoyer à Daniel. Quand Victor est sorti de la chambre, j'ai gardé le même calme que toujours. Il a demandé « Tu es levé tôt, tu n'as pas pu dormir ?» Je veux réorganiser le classeur et préparer le dossier des impôts. Il a hoché la tête, pas le moins du monde méfiant. Je l'ai regardé se diriger vers la porte, le trousseau de clés avec l'AirTag scintillant au soleil. Le point bleu sur la carte de mon téléphone recommencerait à bouger, me conduisant à des endroits qu'il n'aurait jamais imaginé être suivis. J'ai souri, non pas amèrement, juste le sourire de quelqu'un qui sait qu'elle a le dessus. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email de confirmation de Daniel Dubois. Tout document reçu. L'ordonnance de gel des comptes sera soumise à 8h30 lundi matin. Ayez votre carte d'identité et la procuration prête à signer à la banque. Après cela, nous planifierons la réunion de famille plus tard dans la semaine. Laissez-les croire que vous êtes toujours la femme douce qu'ils pensent connaître. J'ai relu la dernière ligne. Laissez-les croire. Je ne pense pas avoir jamais vu un conseil aussi parfaitement vrai. Ce soir-là, j'ai fait une tarte aux pommes, la préférée de Victor. Quand il est rentré, je l'ai servi comme si de rien n'était. Il a dit « C'est excellent. Tu sais toujours comment me gâter. »
J'ai souri et j'ai répondu doucement. Parfois, je veux juste que les choses soient un peu plus chaleureuses avant qu'elles ne deviennent complètement froides. Il a ri, ne comprenant pas, et j'ai regardé la tranche de tarte riche et parfumée, en pensant, dans 2 jours, tu sauras ce que ça fait de tout perdre. La nuit précédant le lundi, j'ai organisé les dossiers une dernière fois et les ai glissés dans un sac en cuir. Sur le post-it à l'extérieur, j'ai écrit brièvement. Lundi, 8h30, gel. Mercredi, réunion de famille. Pas de tremblement, pas de pardon. J'ai éteint la lumière et je me suis assise dans le noir un long moment. Le clair de lune s'est glissé à travers les rideaux et est tombé sur ma main. La main qui avait préparé des repas, écrit des plans de cours, essuyé les larmes de mon fils. Maintenant, elle était sur le point de signer le papier qui changerait le cours de notre famille pour toujours. Mais peut-être que la justice ne vient pas toujours d'un tribunal. Parfois, elle vient d'une femme qui se lève tranquillement au bon moment. Lundi matin, 7h45. J'étais assise dans la cuisine avec une tasse de café, regardant le jardin encore couvert de rosée. Tout était silencieux, sauf l'horloge qui faisait tic-tac comme un compte à rebours. À côté de moi, mon téléphone affichait un nouvel email de la Banque communautaire de la Crête bleue. Confirmation de la mise sous séquestre légal temporaire des comptes. J'ai lu cette ligne encore et encore, ayant l'impression de poser la première brique d'un mur de protection. À 8h30 précise, selon le plan de maître Daniel Dubois, tous les comptes joints de Victor et moi étaient complètement gelés. Chaque transaction, carte de crédit, virement automatique, tout s'est arrêté d'un coup. J'imaginais Victor à une station-service, passant sa carte comme d'habitude et la machine affichant « transaction refusée ». Il penserait probablement que c'était un bug, mais dans quelques heures, il apprendrait que l'erreur n'était pas dans la machine. Elle était dans ses choix. 9h55. Mon téléphone a vibré. Le nom de Victor a illuminé l'écran. J'ai répondu lentement. « Hélène, peux-tu vérifier ce qui se passe ? Ma carte ne fonctionne pas. Le distributeur aussi est en panne. Même le compte professionnel auxiliaire est bloqué. » J'ai gardé ma voix égale. « Vraiment ? Je vais appeler la banque et demander. Ils font probablement une maintenance, mais c'est bizarre. Mon autre compte joint est aussi bloqué. Peux-tu les appeler pour moi ? Bien sûr, je vais vérifier. Ne t'inquiète pas. » Sa voix tremblait un peu, cependant. Il essayait de paraître calme. J'ai entendu des bruits de clavier et une portière de voiture claquer. Il essayait probablement de retirer de l'argent quelque part. Quand l'appel s'est terminé, j'ai regardé l'heure. Exactement 10h. Étape 1. Parfait. À 11h, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Chloé. « Salut maman. Victor a dit qu'il y a un problème avec les comptes. J'ai un ami dans le système bancaire qui peut jeter un coup d'œil rapide. Si tu me donnes les numéros de compte, je peux les appeler pour accélérer les choses. » Son ton était doux, mais chaque mot ressemblait à une sonde. J'ai laissé un silence s'installer, puis j'ai répondu lentement. « Oh, c'est gentil, mais je pense que c'est juste un problème technique. Je vais appeler la banque. Pas la peine de te déranger. » Maman, les banques sont généralement lentes à répondre. J'ai juste besoin de quelques minutes. J'ai coupé court, gentiment mais fermement. C'est bon, je préfère parler directement. J'ai mis l'appel sur haut-parleur et j'ai composé le service client de la banque juste devant elle. Elle ne savait pas que j'avais l'enregistrement automatique activé. « Bonjour, ici Hélène Carver. Nos comptes viennent d'être gelés. J'aimerais savoir pourquoi ?» La femme, à l'autre bout du fil, a parlé clairement. « Oui, Madame Carver. Je vois que le gel a été initié ce matin dans le cadre de nos protocoles de protection de la clientèle en raison d'un schéma de retrait suspect de petites sommes et de virement vers un tiers non identifié. La mise sous séquestre restera en place jusqu'à vérification. »
J'ai pressé mes lèvres pour cacher un sourire et j'ai demandé comme si j'étais vraiment surprise. « Oh, merci. Y a-t-il un moyen de la lever ? » ? « Non, madame. Cela nécessite que les deux titulaires du compte se présentent avec une pièce d'identité et en présence d'un conseil juridique. Nous contacterons le cabinet de maître Daniel Dubois, indiqué dans le dossier. » À côté de moi, Chloé s'est raidie. J'ai vu la couleur quitter son visage. Je me suis tournée vers elle, la voix légère comme pour une conversation anodine. « Tu as entendu ça, ma chérie ? Ils ont dit que ça devait passer par mon avocat. Heureusement qu'il examine déjà ces transactions pour moi. » Elle a forcé un rire. « Ah, je vois. Ce doit être un malentendu. Je vais dire à Victor de rappeler plus tard. » « Bien sûr, mais une dernière chose. » Je l'ai regardée droit dans les yeux, toujours douce. Quand on traite avec une banque, la transparence est la meilleure solution. Leurs systèmes suivent de près. Même les plus petites choses laissent une trace. Elle a dégluti difficilement, agrippant son téléphone. Elle essayait de garder son sang-froid, mais ses yeux trahissaient une panique pure. J'ai versé plus de thé et j'ai glissé une tasse vers elle. « Cet après-midi, j'aimerais que toi, Julien et Victor veniez prendre le thé, juste pour parler en famille. Ça fait un moment. »« Cet après-midi ? » ?»« Oui, il y a quelque chose dont je veux discuter avant que tout n'aille trop loin. » Elle a hoché la tête, luttant pour sourire. « D'accord, je préviendrai Julien. Merci. » J'enverrai une invitation formelle avec la présence de Daniel également, pour que ce soit en bonne et due forme. J'ai vu son regard s'assombrir une seconde. La femme qui pensait contrôler le jeu était maintenant dans ma maison, les mains tremblant autour d'une tasse de thé. Je n'ai pas eu besoin de crier ou de menacer. Une seule phrase, « Mon avocat », a suffi à dire à Chloé que le jeu avait tourné. Après son départ, j'ai appelé Daniel Dubois et j'ai tout récapitulé. Il a eu un petit rire grave, aussi calme que s'il l'avait prédit. Je vous avais dit qu'elle appellerait immédiatement. Il ne supporte pas de perdre le contrôle. Maintenant, attendez. J'enverrai une invitation formelle à la réunion pour 16h, cosignée par moi. Parfait. Je veux que cela ressemble à une simple conversation, mais quand ils arriveront, ils réaliseront que c'est une audience. J'ai entendu son rire doux. Vous avez l'instinct d'une stratège, Hélène. Non, je suis juste une femme qui a trop fait confiance. À midi, Victor est rentré. Son visage était sombre, des perles de sueur sur son front. Tu as appelé la banque ? J'ai été bloquée toute la matinée. Notre comptable dit que les comptes sont fermés. J'ai feint la confusion et je lui ai versé un verre d'eau. Je l'ai fait. Ils ont dit qu'il y avait des transactions suspectes. Peut-être que quelqu'un a utilisé les comptes de manière inappropriée. Inappropriée ? Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire ? De petits retraits répétés, puis des virements vers un tiers. Ils ont dit qu'ils examineraient ça avec mon avocat. Nous devrions en savoir plus demain. Il m'a regardé, choqué et un peu effrayé. Pour la première fois depuis des mois, il ne pouvait pas se cacher. La posture confiante, le ton calme, tout avait disparu. Je suis restée assise, souriant en faisant glisser l'invitation sur la table. Cet après-midi, j'ai invité toi, Julien et Chloé à prendre le thé. Nous devons parler. Il a jeté un coup d'œil au papier et a vu la signature de Daniel Dubois. Sa bouche a tremblé. Tu as vraiment engagé un avocat ? Oui. Parfois, pour maintenir la paix, il faut un témoin. Il n'a rien dit, les yeux fuyants. Puis il a attrapé ses clés et est parti sans un mot de plus. Je l'ai regardé partir, ne ressentant aucune vieille douleur. Quand la porte s'est fermée, j'ai expiré
et j'ai soigneusement plié la deuxième invitation pour Chloé et Julien et l'ai glissée dans une enveloppe. J'ai envoyé une copie par email à Daniel. Objet, réunion de famille Carver à 16 heures aujourd'hui. Avocat présent. Dans le corps du message, j'ai écrit brièvement, demandant la présence complète de toutes les parties. Cette réunion est de nature conciliatoire avant de procéder à d'autres démarches légales. Après l'envoi, je me suis levée et j'ai mis la table pour le thé. La maison était de nouveau silencieuse, seulement le tic-tac régulier de l'horloge. J'ai regardé les tasses en porcelaine blanche et j'ai poli chacune d'elles. Tout devait être parfait, car cet après-midi, dans cette pièce, la vérité serait versée comme du thé chaud, impossible à reprendre. J'ai souri faiblement. Ils me croient douce, fragile, mais ils oublient. Une fois que cette femme apprend à contrôler l'argent, la chose même qu'ils utilisaient pour la contrôler, tout le jeu change. Dehors, la lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre, se déversant sur la table. J'ai rempli la bouilloire et j'ai écouté la douce ébullition. Un nouveau chapitre était sur le point de commencer. Et cette fois, toutes les cartes étaient dans ma main. Cet après-midi-là, le ciel de Valbelle portait un mince voile de nuages, une lumière pâle qui donnait à tout dans la maison l'air d'être en attente. J'ai préparé le thé dans le salon, l'endroit qui avait été le cœur calme de notre famille, maintenant une salle d'audience temporaire pour la confrontation la plus importante de ma vie. Sur la table, entre les tasses blanches et la théière de jasmin, j'ai posé un dossier noir bien ordonné. À l'intérieur se trouvait tout ce que j'avais rassemblé en 3 semaines. Le suivi financier, le reçu du motel, les factures de meubles, les photos, les enregistrements, les données de localisation. Chaque feuille était une tranche de vérité, nette et froide. À 16 heures pile, une voiture s'est arrêtée devant. J'ai regardé, Victor avec Julien et Chloé, tous les 3 sont sortis, les visages tendus. J'ai ouvert la porte, la voix facile. « Entrez, le thé est juste prêt. » Personne n'a répondu. Julien a tenté un sourire forcé. Chloé fixait son téléphone comme s'il pouvait la protéger. Victor a marqué une pause en voyant l'invitation formelle avec le logo du cabinet d'avocats sur la table. Je les ai fait asseoir, j'ai versé le thé, puis j'ai dit calmement « Avant de commencer, je veux que vous sachiez que cette conversation est enregistrée légalement. C'est pour éviter les malentendus. Personne ne partira avant que nous ayons terminé. » Victor a levé les yeux, le visage blême. « Hélène, qu'est-ce que... c'est que ça? Tu transformes la maison en tribunal? » Non, j'ouvre juste une boîte noire, celle qui contient tout ce que vous pensiez garder caché pour toujours. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti le premier résumé financier. Voici les relevés des 6 derniers mois. 24 petits retraits en espèces totalisant 7 800 €, tous provenant du compte joint. Pouvez-vous expliquer pourquoi chaque retrait correspond à des reçus de restaurants et de meubles et à l'adresse de meubles foyer et maison? Victor n'a rien dit. Julien a regardé son père. Chloé s'est agitée, les poings serrés autour de son téléphone. J'ai continué, d'une voix stable et claire. Et voici le reçu du motel de la Vallée Verte, chambre 214. Paiement en espèces. 8 mars. Ce jour-là, tu m'as dit qu'il y avait une panne de courant à l'atelier, que tu devais rester surveiller les machines. J'ai vérifié l'AirTag sur tes clés. Il est resté à cet endroit exact pendant plus de 4 heures. Victor a relevé la tête, les lèvres pincées, les yeux évitant les miens. Tu me suivais? Non, j'ai appris à me protéger. Et ça, j'ai fait glisser une autre impression. C'est une photo de la marque de rouge à lèvres rouge sur le col de ta chemise. La teinte correspond à rose cramoisi, celui que Chloé utilise. Je l'ai remarqué sur sa coiffeuse le même jour. La pièce s'est figée, la voix de Julien s'est brisée. « Maman, qu'est-ce que tu dis ?» J'ai regardé mon fils, plus douce un instant. « Je ne voulais pas, mon chéri.
Mais le silence est complicité, et je ne peux pas être complice du mal. Je me suis tournée vers Chloé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai lancé l'enregistrement. Sa voix a rempli l'air immobile. Si des améliorations communes peuvent être prouvées, l'autre partie peut réclamer une part. Ce qui compte, c'est qui se prépare en premier. Ne perdra rien. Chloé est devenue pâle, les lèvres tremblantes. « Tu m'as enregistré, maman ? Je parlais juste en théorie. » « Vraiment ? C'est étrange, car juste après, un email de réservation de motel de Chloé, avocate@gmail.com, correspond à l'heure exacte où l'AirTag montre Victor sur place. J'ai les captures d'écran et l'adresse IP correspond au Wi-Fi de la maison de Julien. Julien s'est levé d'un bond, les mains tremblantes. « Chloé !» Elle a attrapé sa main. « Julien, laisse-moi t'expliquer. » J'ai coupé court, toujours calme. « Pas besoin. J'ai aussi la confirmation de Madame Mercier, la voisine d'en face. Elle a vu Victor chez vous au moins 3 fois par semaine pendant que tu étais au travail. Elle a même pris en photo la plaque d'immatriculation, pensant qu'un étranger n'arrêtait pas de venir. » Victor fixait ses genoux, les doigts noués. Julien s'est affaissé sur sa chaise. Je savais que cela le détruirait. Mais la vérité n'attend personne. J'ai fait glisser l'expertise de Martine. Voici les coûts des améliorations de la maison que vous prévoyez d'utiliser pour la récompense. Chaque article a été payé depuis mon compte personnel avec ma signature sur les bons de livraison. Cette maison est entièrement un bien propre. Personne n'a droit ne serait-ce qu'à 1%. Chloé s'est mordu la lèvre, les yeux humides, mais je n'ai vu aucun remords, seulement de la peur. J'ai poussé le dernier jeu de papier vers Victor. Un ultimatum de séparation. « Victor, j'ai déjà signé. Tu gardes l'atelier et le camion. C'est ton travail et ta contribution. Mais cette maison, la maison de ma mère, où j'ai vécu toute ma vie, tu n'y toucheras pas. Si tu signes aujourd'hui, je ne poursuivrai pas de charges pénales pour abus financiers ou ingérence dans la propriété. Sinon, mon avocat dépose plainte demain matin. » Il a ouvert la bouche et j'ai levé le menton. Voix plus froide. « Et avant que tu ne dises quoi que ce soit de faux, souviens-toi que tout est enregistré légalement. J'ai déposé un avis d'enregistrement auprès de mon conseil. Personne ne partira avant que nous ayons terminé. » L'air s'est épaissi. Je pouvais entendre l'horloge faire tic-tac comme le battement de cœur de la maison. J'ai regardé droit dans les yeux de Chloé, la voix basse, mais ferme. « Quant à toi, j'ai déposé une plainte déontologique auprès du barreau de Caroline du Nord pour avoir utilisé tes connaissances juridiques à des fins personnelles au sein de la famille. Ils vont enquêter. Peut-être que ce sera une suspension. Peut-être la radiation. Cela dépend de ce que tu choisiras aujourd'hui. » Sa bouche s'est ouverte, les lèvres tremblant, les mains jointes comme pour les cacher. Julien regardait sa femme, les yeux pleins de douleur et de déception. Je me suis levée et j'ai fait un petit signe. La porte s'est ouverte et maître Daniel Dubois est entré, veste impeccable, mallette à la main. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, a salué chacun d'un signe de tête et s'est assis à côté de moi. Sa voix était basse et stable. « Je représente Madame Hélène Carver. Cette réunion est formellement notée dans le dossier civil comme une conciliation familiale sous témoin. Objectif : parvenir à une séparation volontaire et confirmer l'attribution des biens. À partir de ce moment, toutes les déclarations ont une valeur juridique. Si quelqu'un part, cela sera considéré comme un abandon de réponse. » Victor était assis, raide. Chloé baissait la tête, les larmes commençant à couler. Julien me regardait, déchiré. Je savais qu'il était en train de craquer. Mais au moins il verrait de ses propres yeux, pas à travers les doux mensonges de quelqu'un d'autre. Daniel a examiné le dossier que j'avais assemblé.
Je n'ai pas interrompu. J'ai juste regardé mes mains autour de la tasse de thé chaude, plus légères que je ne les avais senties depuis des années. Après 40 ans de confiance, aveugle pour la première fois, la vérité était de mon côté. Quand il a terminé, il a dit clairement « Madame Carver offre 2 options. Signer la séparation aujourd'hui ou l'affaire sera portée devant le tribunal de grande instance. Il est conseillé à toutes les parties de limiter leurs déclarations pour éviter les facteurs aggravants. » Le silence s'est étiré si longtemps que je pouvais entendre le vent dehors. Puis, Victor a légèrement hoché la tête, la voix rauque. Je signerai. Je n'ai ni souri ni hoché la tête. J'ai posé le stylo devant lui et j'ai dit doucement « Bien. Et toi, Chloé ?» J'ai rencontré ses yeux. Je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai juste besoin que tu quittes la vie de mon fils et que tu le laisses guérir. Quant à ta carrière, laissons le barreau décider. Chloé a pleuré, la tête baissée. Julien était assis, immobile, les yeux humides. Je n'avais plus de larmes. Je voulais seulement que le long après-midi se termine pour que la maison puisse retrouver le calme qu'elle méritait. Daniel a rassemblé le dossier, a vérifié chaque signature, puis a demandé « Cette réunion est terminée. Des copies seront conservées à mon bureau et au tribunal. Madame Carver, quelque chose à ajouter ?» J'ai regardé autour de la pièce qui avait été le cœur de cette famille. Les photos sur le mur, mariage, anniversaire, vacances, étaient toujours là. Mais leur signification avait changé. J'ai répondu doucement. « Non, tout ce qui devait être dit, la vérité l'a déjà dit pour moi. » Daniel a hoché la tête. Il s'est levé, a rangé les papiers, et j'ai fermé le dossier noir. Ma propre boîte noire. Elle ne contenait pas seulement des preuves de trahison, mais la preuve que j'avais cessé d'être passive. Quand la porte s'est refermée derrière eux, la maison est tombée dans le silence, avec seulement une trace de thé au jasmin dans l'air. Je me suis assise, j'ai fermé les yeux, et j'ai su que chaque dernier mensonge avait été mis à nu. Juste après le départ de Daniel, la pièce a sombré dans un silence lourd. Plus de voix juridiques et nettes, plus de bruissements de papier. Seulement les respirations saccadées de Chloé, brisées, tremblantes, comme quelqu'un essayant d'attraper le dernier filet d'air. Elle était affalée sur la chaise, les cheveux tombant sur la moitié de son visage. Le maquillage parfait d'auparavant avait coulé, le mascara noir se mêlant aux larmes. Ses mains tremblaient autour de son téléphone. Quand elle a finalement levé les yeux, ses yeux n'étaient plus arrogants. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait tout perdu, cherchant n'importe quoi à quoi s'accrocher. Je me suis levée sans un mot. Chaque pas sur le parquet sonnait sec et final, comme un marteau de juge tombant. J'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti un petit papier soigneusement plié. C'était le dessin de Lise que je gardais dans mon portefeuille, celui qu'elle avait fait à l'école maternelle la semaine dernière. La famille debout dans le jardin et dans le coin gauche, une petite silhouette avec une larme coulant sur sa joue. Quand j'avais demandé, Lise avait dit « C'est mamie. Elle est triste parce que personne ne veut jouer avec elle. » J'ai posé le dessin sur la table, juste dans l'espace entre moi et Chloé. « Elle ne comprend pas les choses des adultes, » dis-je lentement, chaque mot gravé dans l'air. Mais les enfants sentent le froid. Ils savent quand un sourire est faux, quand quelqu'un ment. Chloé a fixé le dessin et a éclaté en sanglots, la tête dans les mains. Plus de défense, plus d'excuses assez fortes. Victor était assis, immobile, comme s'il se réveillait d'une transe. Il a regardé le document de séparation, le stylo tremblant dans sa main. Je ne l'ai ni pressé, ni parlé. Quand il a finalement signé, le grattement du stylo a sonné comme le point final de 40 ans. Il a posé le stylo, la voix brisée.
Je n'ai plus rien à dire. C'est juste, ai-je répondu doucement, car tout ce que tu as jamais dit vit dans l'épreuve que tu as laissée derrière toi. J'ai versé plus de thé, mais personne n'y a touché. Je me suis tournée vers Chloé. Je ne t'empêcherai pas de voir Lise, mais à partir de maintenant, chaque visite passera par Julien et un conseil de famille. Je limite le contact avec ma petite fille jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle ordonnance du tribunal. Tu n'es pas autorisée à être seule avec elle. Chloé a hoché la tête à travers ses larmes, la voix brisée. Maman, je suis désolée. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. Je l'ai interrompue, mes yeux froids comme du verre. Tu savais? Tu ne pensais simplement pas que tu te ferais prendre. Julien était assis, immobile entre nous, les mains serrées sur sa tête. Le visage de mon fils était pâle, les yeux rouges de larmes et de choc. Il regardait son père, puis sa femme, comme s'il ne pouvait pas faire coïncider ces deux images dans la même réalité. « Pas possible, » murmura Julien. « Mon père et ma femme ?» Personne n'a répondu. Seulement un long et lourd silence, le genre où l'on peut entendre les feuilles d'érable tomber sur le porche. Je savais à ce moment-là que le cœur de mon fils se brisait, tout comme le mien l'avait fait autrefois. Je me suis approchée. J'ai posé ma main sur l'épaule de Julien et je l'ai doucement serré. Rien de tout cela n'est de ta faute, Julien. Ne te charge pas de plus. Les adultes oublient que ce qu'ils font ne brise pas seulement un mariage, cela brise la confiance des innocents. Julien a eu un sanglot et a laissé tomber sa tête sur mon épaule comme un enfant. Je l'ai laissé pleurer, ma main se déplaçant lentement sur son dos, ressentant à la fois la douleur et le soulagement. Je savais que j'avais sauvé une chose, la vérité, même si cela coûtait le reste de cette famille. Victor est resté assis, le regard vide. Aucune trace de l'homme qui avait dit un jour « Je te protégerai toute ma vie ». Maintenant, il n'était qu'une silhouette vide, seul dans les décombres qu'il avait créés. Daniel est revenu après quelques minutes avec sa mallette. Il m'a parlé à voix basse. « J'ai terminé les confirmations. Tous les documents seront déposés au tribunal demain matin. Les biens sont partagés exactement comme vous l'avez proposé. » J'ai hoché la tête. Il a regardé la pièce avec des yeux bienveillants, mais n'est pas intervenu. En rassemblant les dossiers, il a glissé chaque page dans la mallette en cuir, puis s'est tourné vers moi. « Vous devriez changer tous vos mots de passe aujourd'hui. Je vous enverrai un modèle de sécurité pour empêcher les accès non autorisés. » « Je sais, » dis-je, « et je le ferai, de la banque au téléphone en passant par les emails. » Quand Daniel est parti, je me suis retournée pour débarrasser la table. Personne n'a dit un mot. J'ai entendu Victor se lever et prendre la petite valise que j'avais déjà placée près de la porte. « Je pars maintenant, » dit-il d'une voix rauque. « Je ne reviendrai pas. » Je ne l'ai pas regardé. « C'est la meilleure chose que tu aies jamais faite pour moi. » La porte s'est fermée. Un petit son, mais en moi, il a tonné. Chloé a titubé sur le porche et a sorti son téléphone. J'ai entendu sa voix étranglée par les larmes. « Julien, je suis désolée. J'ai eu tort, c'est ma faute. Pas la tienne, ni celle de personne d'autre. » Julien l'a regardée, les joues encore humides. « Je ne sais plus quoi croire, Chloé. Je ne sais pas depuis combien de temps je vis dans un mensonge. » Elle a essayé de toucher sa main, mais il a reculé. Non par haine, mais parce qu'un mur invisible s'était élevé entre eux. L'amour, lorsqu'il est trahi, ne se brise pas comme du verre d'un coup. Il se fissure d'abord, puis devient insensible. Chloé s'est détournée, pleurant sans bruit. Julien est resté là, comme quelqu'un qui a perdu ses repères. Je voulais dire quelque chose,
Mais aucune phrase n'est assez forte pour réparer cela. Finalement, j'ai dit « Prends quelques jours. Ne reste pas ici. Va chez un ami ou retourne sur ton ancien campus. Je m'occuperai du reste. » Il a hoché la tête, les yeux cerclés de rouge. Quand ils sont tous les deux partis, la maison était assez silencieuse pour entendre le tic-tac de l'horloge. J'ai rassemblé les tasses de thé froides, j'ai empilé les dossiers restants et je les ai enfermés dans le coffre-fort du bureau. J'ai changé chaque mot de passe, compte par compte, banque, email, cloud, même un vieux compte de réseau social. J'ai mis à jour les questions de sécurité, supprimé les anciens liens et activé l'authentification à 2 facteurs. Daniel avait dit « Celui qui contrôle l'information contrôle le jeu ». Je comprenais cela maintenant plus que jamais. Quand j'ai eu « fini », j'ai ouvert le placard, j'ai pris le dossier noir, celui que j'appelais ma boîte noire. Je l'ai scellé dans un sac étanche et je suis allée à la banque. J'ai placé toutes les preuves et les papiers originaux dans un coffre-fort à l'agence principale. Le banquier a demandé « Quelqu'un d'autre que vous est autorisé à accéder à ce coffre ?» J'ai souri faiblement. « Personne, juste moi. » Sur le chemin du retour, j'ai baissé la vitre et j'ai laissé le vent jouer dans mes cheveux. Valbelle se rafraîchissait vers le soir, mais je ressentais un calme étrange. J'avais perdu un mariage, perdu la confiance, perdu l'illusion d'une famille parfaite. En retour, j'avais gagné la liberté, la chose que je ne savais pas qu'il me manquait. En me garant au portail, j'ai levé les yeux vers la maison, maintenant vide. La dernière lumière du jour passait à travers le cadre, attrapant de minuscules grains de poussière dans l'air. Peut-être que demain, je nettoierai tout, je repeindrai les murs, je mettrai quelques nouveaux pots de fleurs. Les masques étaient tombés. La vérité était nue, mais c'était aussi la première lumière après des années d'obscurité. J'ai fermé la portière de la voiture et j'ai serré mes clés. À l'intérieur, la maison m'attendait, silencieuse, propre et pour la première fois, entièrement mienne. Dans les jours qui ont suivi, ma maison est redevenue silencieuse, mais pas de ce silence suffocant. C'était l'ordre et le calme, comme après une tempête quand le vent est passé et que le sol sent encore la pluie. Je me tenais dans le salon, la lumière du matin entrant par les fenêtres, la poussière flottant dans l'air, une poussière que je n'avais pas remarquée depuis des années parce que j'étais trop occupée à faire confiance. Sur le mur du fond était accrochée notre photo de mariage, moi en blanc, Victor en smoking noir, 2 jeunes gens souriant avec la naïveté de l'amour éternel. Je l'ai décrochée. Le cadre en bois sombre a laissé un rectangle plus clair, une cicatrice de mémoire. J'ai soigneusement emballé la photo, je l'ai mise dans une boîte et je l'ai scellée. Non par haine, mais pour faire de la place à une nouvelle lumière. J'ai repeint la pièce d'un crème chaud qui laissait la maison respirer. À chaque coup de pinceau, j'effaçais de vieilles couches, pas seulement de la peinture, mais le silence, la douleur et les mensonges qui s'étaient accrochés à ces murs. J'ai changé les rideaux, réaménagé le bureau, rangé les étagères et accroché le paysage que Lise avait dessiné pour moi. Mamie et moi dans le jardin? C'était simple, mais en le regardant, j'ai ressenti une joie que j'avais oubliée. J'ai décidé de transformer la maison en une salle de classe de littérature. Chaque matin, je donnais un petit cours à des voisins plus âgés, des gens qui avaient quitté l'école pour la vie et les enfants. Nous lisions Shakespeare, Dickinson, Frost et parfois des lettres d'amour du temps de guerre. Ils m'ont dit qu'ils venaient non seulement pour apprendre, mais pour se souvenir comment continuer à vivre. Peut-être que j'apprenais cela aussi. Un après-midi d'avril, Julien est revenu. Il avait perdu du poids, mais ses yeux étaient plus clairs,
Il se tenait à la porte, une valise à la main. « Je rentre à la maison pour un moment, maman. Lise a besoin d'un endroit calme. » J'ai seulement hoché la tête et j'ai ouvert les bras. Nous nous sommes étreints longtemps. Je n'ai pas dit « bienvenue à la maison » car cela n'avait jamais cessé d'être sa maison. Avec le retour de Julien, la maison a retrouvé le rire. Après des séances de thérapie que Daniel avait aidé à organiser, Lise a recommencé à dormir toute la nuit. Moins de cauchemars. Elle chantait et dessinait à nouveau. Seulement, maintenant, ses dessins n'avaient plus de mamie pleurant dans le coin. Nous avons jardiné ensemble. Chaque matin, Lise et moi plantions une nouvelle rangée de marguerites blanches. Julien a réparé la clôture et repeint le portail. Dans ses yeux, j'ai vu une lumière que je n'avais pas vue depuis longtemps. La lumière de quelqu'un qui apprend à se pardonner. J'ai aussi vu une thérapeute, comme Daniel l'avait suggéré. Le docteur Marion, cheveux argentés et voix stable, m'a dit « Hélène, le pardon ne signifie pas accepter ce qu'ils ont fait. Le pardon signifie que vous vous autorisez à avancer sans les porter à chaque pas. » J'ai écrit cela dans mon cahier. La nuit, je le relisais et j'ajoutais « Je n'ai pas cherché la justice pour me venger. Je l'ai cherchée pour pouvoir trouver le repos. » Une fois le travail juridique terminé, j'ai créé une fiducie pour Lise. La maison, les économies et les petits investissements, tout lui reviendrait quand elle serait grande. Je n'ai rien laissé à personne d'autre, non par dépit, mais pour mettre fin au cycle de l'avidité et de la dépendance. Lise méritait un avenir qui commence avec la confiance, pas la suspicion. Quant à Chloé, je n'avais aucun contact. Daniel m'a dit que la procédure disciplinaire était en cours. Le comité d'éthique avait ouvert une enquête. Mes enregistrements inclus. Peut-être qu'elle serait suspendue. Peut-être pire. Je ne me sentais ni heureuse ni triste. Chacun apprend sa propre leçon, celle qu'il choisit. Victor dirigeait toujours le petit atelier en dehors de la ville. Aucun de nous n'a pris contact. Je n'étais plus en colère. Mais je n'avais pas besoin de pardonner non plus. Nous avons tous nos routes, et la mienne était claire maintenant, droite, sans l'ombre de personne d'autre. L'été est arrivé et le quartier a recommencé à bourdonner. Les voisins ont apporté de la tarte aux pommes, de la confiture de fraises et des cartes manuscrites. Nous vous admirons, Hélène. Merci de nous montrer que le courage n'a pas d'âge. J'ai aligné les cartes sur une étagère, chacune un petit morceau de foie retrouvé. La nuit, après que Lise se soit endormie, je m'asseyais près de la fenêtre et j'écrivais un journal intitulé « Leçon du cours de mariage ». Je n'écrivais pas sur la trahison. J'écrivais sur ce qui survit à la perte, le respect de soi, la clarté et la force de se relever. J'ai écrit « L'amour est un long cours. Certains obtiennent leur diplôme avec mention, d'autres en sortent les mains vides. Mais si nous écoutons attentivement, même les blessures peuvent nous apprendre quelque chose. » J'ai envoyé une ébauche au journal local et ils l'ont publiée dans la section « La vie après 60 ans ». Des gens ont appelé et écrit pour dire que mon histoire les avait aidés à quitter de mauvaises relations. Je n'étais pas une héroïne, juste quelqu'un qui avait terminé sa propre leçon. Puis, un après-midi de fin d'automne, Lise a eu 6 ans. Nous avons fait un gâteau au chocolat et allumé 6 petites bougies. Alors qu'elle fermait les yeux pour faire un vœu, Julien et moi avons échangé un regard sans mots. Nous 3 avons soufflé les bougies ensemble. Les petites flammes se sont éteintes et la fumée blanche s'est enroulée comme un vieil esprit enfin libéré. Lise a applaudi. « Mamie, maman dit que quand on souffle les bougies, il faut faire un vœu secret. » J'ai souri. « Alors, qu'as-tu souhaité ? Que tu sois toujours là, pour que je puisse te raconter des histoires tous les soirs. » Je l'ai serré contre moi, ses cheveux sentant le soleil. Sur le porche,
Les marguerites blanches tremblèrent dans le vent. En moi, non plus la cicatrice de la trahison, mais une nouvelle fondation construite avec de vieilles briques. J'ai dit doucement, comme une conclusion à tous ces longs mois. Mamie sera toujours là, Lise. Certaines femmes, quand leur maison s'effondre, ne partent pas. Elles la reconstruisent, plus forte, plus lumineuse et pleine d'amour. C'est ce jour-là que j'ai su que j'avais parcouru tout le chemin douloureux et que j'étais entrée dans un nouveau, où la liberté, la confiance et la paix étaient les justes récompenses pour quelqu'un qui s'est relevé des ruines. Novembre à Valbelle, la saison a tourné. Les arbres le long de l'avenue Montford ont changé de couleur, rouges comme des braises après le feu de l'été. Je me tenais à la fenêtre de la salle de classe et regardais Lise jouer dans la cour avec les enfants du quartier. Elle riait, tournant autour des marguerites blanches que nous avions plantées au printemps. Personne n'aurait deviné que cette maison avait été autrefois un champ de bataille de mensonges. Ce matin-là, en me versant une deuxième tasse de thé, le téléphone a sonné. Numéro inconnu, ton familier. Madame Hélène Carver. Je suis l'assistante du comité de discipline du barreau de Caroline du Nord. Nous vous appelons pour vous communiquer le résultat de l'enquête concernant mademoiselle Chloé Moore. J'ai retenu mon souffle. Oui, j'écoute. Après examen du dossier, des enregistrements et des preuves que vous avez fournis, le Conseil a décidé d'une suspension de 5 ans et exige le remboursement des frais de justice ainsi que le paiement de dommages et intérêts civils à votre égard, conformément à l'ordonnance du tribunal. Je n'ai ni applaudi ni exulté. J'ai posé la tasse et j'ai laissé la vapeur s'échapper comme un long soupir. Certains vents n'ont pas besoin d'applaudissements, seulement le retour du calme. Une semaine plus tard, Daniel est passé avec un dossier épais. L'approbation par le tribunal de grande instance de l'accord de propriété entre Victor et moi, la maison, les économies et la fiducie de Lise, tout à mon nom. Il a posé le stylo et a dit d'une voix égale : « Vous pouvez vous reposer maintenant. C'est officiellement clos. Personne ne peut toucher à ses actifs. » J'ai hoché la tête tranquillement. Il a compris que je n'avais pas besoin de plus de mots. Le tribunal a également émis une ordonnance restrictive contre Victor à 100 mètres de ma maison, sans date d'expiration. Quand Julien l'a appris, il n'a dit qu'une chose. « Ça aurait dû arriver plus tôt, maman. » J'ai vu une partie du poids se lever de ses yeux. Il apprenait à se tenir debout, sans amertume. Une fois les formalités administratives terminées, Julien a demandé le divorce de Chloé. Je savais que ce n'était pas facile. La logique dit oui. Le cœur se brise à nouveau. Mais cette fois, mon fils a marché droit, n'étant plus guidé par un amour aveugle. Je suis allée avec Julien à la première audience. Le tribunal aux affaires familiales n'était pas bondé. Juste le grattement des stylos et l'odeur du papier neuf. Quand le juge a posé la question, Julien a parlé avec une retenue constante. « Je demande la garde de Lise, votre honneur. Elle mérite de grandir dans un environnement sain. » Le juge a parcouru le dossier et a hoché la tête. Les preuves des violations déontologiques de Chloé ont tout clarifié. À la fin, le juge a accordé la garde temporaire et le pouvoir de décision en matière d'éducation à M. Julien Carver. Le droit de visite de la mère, sous surveillance, jusqu'à 2 fois par mois. Je n'ai pas pu retenir mes larmes, mais cette fois, c'était du soulagement. J'ai serré mon fils dans mes bras à l'extérieur et j'ai murmuré : « Tu l'as fait, Julien. Tout va bien se passer. » Il a répondu, la voix tremblante : « J'ai encore un endroit où rentrer à la maison grâce à toi, maman. » Les nouvelles ont circulé discrètement dans le quartier. Pas de commérage, juste de la compréhension. Les gens me regardaient avec ce respect silencieux réservé à ceux qui traversent le feu sans se brûler. « Victor, » m'a dit Daniel, « a vendu l'atelier, a liquidé le reste et a déménagé au Tennessee, peut-être pour recommencer, peut-être pour échapper au regard du passé. »
Je n'ai pas posé plus de questions. Parfois, partir est une punition suffisante. Chloé a quitté l'État après avoir perdu sa licence. Un ami a dit qu'elle travaillait dans un petit bureau au Missouri, enseignant des compétences juridiques à des étudiants. Je ne sais pas si c'est vrai. J'espère seulement que lorsqu'elle donne des cours, elle se souvient que la loi n'est pas un bouclier pour la tromperie. C'est une main pour protéger la justice. Avec les anciens visages partis, ma vie a tourné une nouvelle page. Calme, mais pleine de sens. Un jour de début d'hiver, la présidente du club des femmes de Val-Belle a visité ma classe. Après, elle a souri. « Hélène, nous aimerions que vous partagiez votre histoire lors de notre prochain atelier. Le sujet est l'autodéfense financière pour les femmes âgées. Personne ne peut le raconter aussi simplement que vous. » J'ai hésité, puis j'ai accepté. La semaine suivante, je me tenais dans une salle remplie de femmes de 60 et 70 ans, cheveux argentés, sourires bienveillants, et cette lumière que je reconnaissais en moi, peur et espoir mêlés. J'ai raconté mon histoire sans colère, juste avec constance. J'ai parlé de la détection de la fraude financière au sein d'une famille, de la protection des comptes et surtout, de la protection de la confiance. J'ai expliqué l'enquête sur la fraude familiale en termes simples. Parfois, la personne qui vous trompe n'est pas un étranger, mais la loi est toujours du côté de celui qui dit la vérité. Quelqu'un a demandé « Regrettez-vous d'avoir fait tout ça ?» J'ai souri. Non, la justice n'est pas pour la vengeance. C'est la façon de clore un chapitre sans baisser la tête. L'intervention s'est terminée par de longs applaudissements. Une femme plus âgée m'a serré la main, les yeux humides. « Merci, Hélène. Grâce à vous, je vais vérifier mon compte joint ce soir. » J'ai ri et j'ai serré sa main en retour. C'est une bonne élève. Ce soir-là, de retour à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé les documents qui mettaient fin à cette longue épreuve. L'ordonnance restrictive, le décret sur les biens, la décision de suspension et l'ordonnance de garde, tous bien rangés dans un dossier nommé « Justice ». J'ai imprimé une copie de chaque, les ai reliés et les ai placés sur l'étagère à côté de mes classiques préférés. La lumière de la lampe a frappé la vitre, soulignant la première ligne du dossier. Hélène Carver contre Victor Carver et Chloé Moore, Affaires civiles et familiales 2025. J'ai passé la main sur le titre, non pas avec amertume, mais avec une paix rare. Lise est entrée en courant et m'a serré les jambes. « Mamie, est-ce que je peux dire à la classe demain comment tu enseignes la justice ?» J'ai ri. « La justice, hein? Sais-tu ce que c'est ?» Elle a incliné la tête, réfléchissant, puis a dit « C'est quand la mauvaise personne dit « Pardon à la bonne personne ». Je l'ai serrée dans mes bras, riant à travers mes larmes. C'est presque ça, Lise. Mais parfois, la justice n'a pas besoin d'excuses. Elle arrive tranquillement, scellée d'un tampon rouge. Ce soir-là, j'ai écrit la dernière page de leçon du cours de mariage. La justice n'est pas bruyante. Elle n'arrive pas toujours avec un marteau de juge ou des excuses tardives. Elle arrive dans des documents, des signatures et une confiance restaurée. Et quand elle le fait, celle qui a été trompée peut lever la tête, sourire et avancer sans regret. J'ai fermé le cahier, j'ai soufflé la petite bougie et j'ai regardé autour de la maison. Autrefois un champ de bataille, maintenant un sanctuaire de vérité. Une brise froide a traversé le porche, emportant les dernières feuilles de l'automne. Et j'ai su que la justice était arrivée tranquillement, mais juste à temps, comme un invité que j'avais attendu toute ma vie. Je n'aurais jamais pensé recommencer à cet âge, seule, mais pas isolée. Les gens me demandent si je vais me remarier. Je souris simplement. Après une vie à apprendre l'amour, je sais que certaines choses durent plus longtemps sans chaîne.
Le bonheur est simple maintenant. Le rire de Lise dans le jardin. Julien qui appelle. « Maman, j'ai fait du thé !» Et les fins d'après-midi avec mon groupe de littérature. Ils viennent non seulement pour lire, mais pour apprendre à s'aimer à nouveau, tout comme je l'ai fait. Je passe plus de temps dans le jardin à l'arrière. Des rangées de marguerites blanches, de lavandes pourpres et de tulipes du printemps dernier. Chaque matin, je les arrose et je regarde la rosée se former sur les feuilles. Quand Lise joue, je lui montre comment planter des graines et je lui dis que les fleurs sont comme les gens. Elles ont besoin de lumière et de pluie pour pousser. La colère est partie. Le pardon n'excuse pas le traître. Il me libère des chaînes du passé. Le pardon n'efface pas la douleur, mais il me permet de la dépasser sans porter la rage. Parfois, lors des nuits calmes, je me tiens dans le couloir et je regarde Lise dormir. Elle est blottie dans sa couverture rose, respirant régulièrement, le visage doux comme un ange. Je souris. Chaque perte, chaque blessure en valait la peine si elle menait à cette paix sans faux semblant. Un dimanche matin, j'ai accroché une petite pancarte en bois sur le porche. Des lettres sculptées à la main, peinture blanche sur du vieux chêne. Seule la vérité vit ici. J'ai passé les doigts sur chaque trait, comme si je touchais une promesse faite à moi-même. Dans cette maison, il n'y a pas de place pour les mensonges, la peur ou la dépendance. Seulement, un amour honnête et une confiance construite avec le temps. Cet après-midi-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit une lettre à moi-même. Hélène, tu as parcouru le plus long chemin de ta vie, de la naïveté à l'éveil. Tu as gagné non pas avec la haine, mais avec une pensée claire et un cœur stable. Tu as gardé ce qui comptait le plus, l'honneur, la liberté et la lumière intérieure. J'ai plié la lettre dans Leçon du cours de mariage. Dehors, la lumière de Valbelle se glissait à travers les rideaux en lignes dorées sur le parquet. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté le vent dans les branches et Lise fredonnant quelque part dans le jardin. 40 ans. Tous les hauts et les bas et les décombres, juste pour apprendre quelque chose de simple. Une maison ne garde pas les gens longtemps. Une maison ne garde que les véridiques. Et ce matin, alors que la lumière du soleil traversait le cadre et réchauffait ma tasse, j'ai souri. L'examen final de ma vie était corrigé. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de ce chemin. Si vous êtes encore là, cela signifie que vous avez écouté non seulement avec vos oreilles, mais avec vos propres cicatrices, souvenirs et leçons. Je ne raconte pas cela pour rouvrir la douleur, mais pour nous rappeler que même après la trahison, nous pouvons nous tenir debout sans perdre notre dignité. Parce que la justice n'est pas seulement dans un tribunal. Elle est dans la manière dont nous choisissons de vivre le reste de nos jours, en paix, avec respect de soi et sans haine. Et si cette histoire vous a fait vous sentir vu ou plus fort, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour que nous puissions continuer ensemble, partageant des histoires de force, de grâce et des petits miracles de la vie quotidienne. Je suis reconnaissante que vous ayez écouté et soyez restés comme un ami silencieux, assis avec moi dans cette petite maison, me rappelant qu'il y a encore des cœurs qui comprennent et croient au bien.